Chaque année, le 19 novembre, on célèbre la journée internationale des toilettes. Drôle d'idée, non? Et pourtant, dans le monde, énormément de personnes n'ont pas accès à des toilettes, ce qui pose de nombreux problèmes. Cette journée internationale veut mettre en lumière ces problèmes et montrer la nécessité de s'en préoccuper. D'après les dernières statistiques des Nations Unies, il y a encore 2,4 milliards de personnes sur une population qui dépasse les 7 milliards, hein, on est bien d'accord. Donc qui n'ont pas du tout accès à l'assainissement. La problématique de l'accès aux toilettes, c'est pas un sujet très sexy. Mais en même temps, c'est un sujet qui est absolument essentiel parce que, si vous voulez, c'est lié en fait à la santé, au bien-être, à la sécurité et à la dignité des personnes, que ce soit les garçons ou les filles. Dans le monde, il y a quand même 1 milliard, presque 1 milliard de personnes, alors hommes et femmes, hein, garçons et filles confondus, qui pratiquent ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, c'est-à-dire qui vivent dans des endroits, dans des communautés, dans des bidonvilles, dans des campagnes et autres, où il n'y a pas le moindre lieu, il n'y a pas la moindre toilette. Tout ça, ça ruisselle, ça rentre dans le sol, et où est-ce que ça se retrouve? Ça se retrouve évidemment dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau. Vous voyez tout de suite l'impact en termes de choléra. C'est l'une des principales sources de causes de décès des petits-enfants et des enfants dans les pays en développement. Ce sont les maladies hydriques. Tant qu'il n'y aura pas de système d'assainissement correct, avec non seulement les toilettes, mais également des points d'eau où se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, il continuera à y avoir des centaines de milliers d'enfants qui vont mourir pour rien. Le pays où la défécation à l'air libre est pratiquée le plus, on va dire l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh, ce qu'on appelle le sous-continent indien, d'accord? Or, l'Inde, maintenant, est loin d'être l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un grand pays émergent. Il y a encore des centaines de millions de personnes dans ces pays qui pratiquent la défécation à l'air libre. Alors, c'est lié aussi, bien sûr, à la pauvreté, mais je crois que c'est aussi lié à des a priori culturels ou à un manque complet de compréhension, si vous voulez, de l'impact de l'acte excusez-moi encore, de déféquer sur la santé et le bien-être des personnes. Mais je dirais que essentiellement, ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus concernés, parce que bien sûr, dans les pays les plus pauvres, les services publics sont les moins développés, et donc l'accès à l'eau et à l'assainissement est le plus bas. Mais il y a aussi un lien entre la ruralité, donc l'éloignement des villes, et l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Plus vous êtes loin des villes, moins vous aurez accès évidemment aux services publics. Mais comment explique-t-on alors que dans un pays comme l'Inde, il y ait beaucoup plus de téléphones portables par personne que de toilettes? Les smartphones, si vous voulez, on voit immédiatement à quoi ça sert. Et notamment dans ces pays-là, une des raisons, un des impacts, une des conséquences, si vous voulez, de l'accès, on va dire, quasi universel au mobile, hein, avec minimum accès à l'Internet. Ça a eu un impact direct sur l'amélioration de niveau de vie des gens, parce que ça permet d'accéder à l'information, ça permet aussi, vous savez, de faire des transferts bancaires. Hein. Il y a tout un nombre de pays africains où il y a M-Pesa, qui est une compagnie sud-africaine, qui a développé un système, une application qui permet de payer les gens avec le mobile. Le téléphone portable, c'est beaucoup plus mobilisateur, on voit tout de suite à quoi ça sert. Les toilettes, il faut réfléchir un petit peu pour se dire que s'il n'y a pas de toilettes dans la communauté, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup trop d'enfants qui meurent. Au cours de la période de mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, dont on a mesuré la mise en œuvre de 1990 à 2015, il y a eu quand même des progrès considérables qui ont été réalisés. En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies, sur recommandation du Conseil des droits de l'homme, a affirmé
que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement était un droit de l'homme fondamental, comme l'accès à l'alimentation, comme le droit au développement, comme le droit à l'éducation et le droit à la santé. Le résultat, c'est que de plus en plus de pays ont inscrit dans leur constitution le droit des citoyens du pays à avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement. Plombier, nettoyeur, dame pipi. Il y a plusieurs métiers liés aux toilettes. Intéressons-nous à ceux qui s'occupent de nos excréments après que nous ayons tiré la chasse. Là, nous sommes sur une partie où les eaux usées et les eaux claires se rejoignent à certains endroits, sous l'autoroute qui mène à l'aéroport. Alors, c'est les eaux des toilettes, c'est les eaux sales. C'est toutes les eaux qui sont aussi... il y a quelques eaux qui sont aussi polluées. Voilà, c'est ça les eaux usées. Ça sent mauvais. Les branchements sont secs, ça va être un branchement d'eau usée. Manu, je crois que c'est bon. Mon métier, ça consiste à faire des contrôles, à s'assurer que le réseau fonctionne, que les écoulements fonctionnent aussi, s'assurer des prochains travaux que l'on doit faire, prévenir, faire beaucoup de prévention, et puis être assez réactif dès qu'il y a un petit problème sur le réseau. Étant donné que ça doit sûrement sentir mauvais et que ça doit pas être des conditions très faciles, je pense pas que c'est un métier super à exercer, quoi. Donc pas un métier facile avec les odeurs, le lieu de travail. Ça te plairait de faire Et je ça pense pas très respecté aussi. Ah, d'accord. Je trouve qu'ils sont courageux quand même parce que ça sent pas très bon. Débouche les chiottes. Pardon, c'est un peu ce qu'on entend régulièrement, ce qui peut faire rire les gens. C'est vrai que ça pourrait paraître pour certaines personnes dégradant, mais il faut bien que certaines personnes le fassent. Oh! Attention là, ça glisse. Non, on va se casser la gueule. Un peu courageux je pense pour descendre dans les égouts. Motivé. Puis vouloir rendre service en fait, c'est un peu... C'est plus dangereux que de travailler dans un bureau, mais en fait tous les dangers sont liés à l'espace confiné comme on se trouve ici. Et donc il peut y avoir des émanations de gaz, alors je ne connais pas exactement tous les problèmes qu'il peut y avoir, mais effectivement ça peut être un danger un métier qui peut être, je dirais, où il y a besoin de respecter la sécurité.
Alors mon métier, moi je suis ingénieur, je m'occupe du réseau d'assainissement des eaux, donc mon métier principal c'est de veiller à ce que les eaux usées, donc je parle des eaux polluées, soient bien acheminées vers leur destination finale qui est la station d'épuration des eaux, donc vers les stations de traitement. Notre mission ici c'est d'exploiter, de maintenir, d'entretenir les stations d'épuration et les stations de pompage qui alimentent les stations d'épuration du canton. On restitue à l'environnement l'eau qu'on a prélevée, qu'on a potabilisée et qu'on épure pour la remettre à la nature. Si votre enfant veut faire le même métier, que lui diriez-vous? Vas-y, fonce. C'est debout, plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça, vulgaire comme un mec. Le Paléo, pour vous présenter rapidement, c'est un festival qui accueille 50 000 personnes par soir environ. À la base, on est sur un immense champ, on a tout à construire pour 6 jours de festival et construire toute cette ville. Les gens, quand ils viennent à Paléo, ils viennent voir des concerts, mais aussi ils mangent, ils boivent et ils vont évidemment aux toilettes. Aux dernières nouvelles, ils vivaient dans un groupe pipi. Dans un quoi? Groupe pipi. Oh mon Dieu. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Mais où va le monde? Non. Dans un groupe hippie. Ah, d'accord. On a un festival en plein air. Quand il pleut, il y a de la boue. Quand il y a de la boue, on en a plein les pieds. Puis quand on va aux toilettes, on les met dedans. Donc évidemment, des toilettes peuvent être très vite sales. C'est pour ça qu'on a des équipes qui tournent pendant toute la soirée. Juste pour les toilettes, il y a environ une trentaine de personnes qui œuvrent sur la scène du festival. On a environ 200 cabines toilettes sur l'ensemble du terrain et une centaine d'urinoirs juste pour la partie théâtre. On en a également sur le camping. Alors c'est sûr que tout le monde a pu le remarquer, c'est que quand on va aux toilettes, ça va toujours plus vite chez les hommes que chez les femmes. Il y a davantage de conteneurs WC réservés aux femmes. C'est en gros 3 conteneurs femmes pour un conteneur homme. Debout, pisser debout. Je sais que c'est utilisé dans quelques festivals, surtout en Europe du Nord. Pour l'instant en Suisse, j'en ai pas encore vu en utilisation. Est-ce que les femmes sont prêtes à les utiliser? Je ne suis pas sûr.
Alors là, on va aller faire pipi, si vous voulez bien nous suivre. Moi, je me force parce que j'aime pas. Super, super. C'est parfait, ça fonctionne super, c'est génial. Oui, je pense que ça existe depuis un moment déjà. J'avais envie d'essayer et je pense que ça doit être assez rigolo de faire comme les mecs. Je suis un petit peu étonnée quand... En fait, ça fait le même système qu'un homme en fait. Mon avis sur les urinoirs féminins, c'est que c'est génial. L'impression qu'on a, on arrive et on se met comme un mec. C'est hyper propre, hyper clean, c'est parfait. Oh, si j'étais un homme, si seulement, si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout, j'aimerais tellement pisser debout, pisser debout. Le manque d'accès à des toilettes dans les écoles est un facteur très très fort de non-accès des filles à l'éducation. Les filles n'iront pas dans des écoles où il n'y a pas de toilettes. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits depuis 90, depuis 1990 jusqu'à 2015 en matière de scolarisation dans le primaire, où c'est obligatoire dans tous les pays et où c'est gratuit. Donc là, l'écart entre les garçons et les filles, il s'est comblé et il y a, à l'échelle des pays en développement, en moyenne, plus de 90% des enfants qui sont scolarisés. Donc il y a eu des progrès absolument énormes. Mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas scolarisés et parmi ceux qui ne sont pas scolarisés, il y a une majorité de filles. Là, c'est l'osa? Non! C'est l'osa? Ah, Maria Vélodie a trouvé l'eau. L'eau. Ah, c'est ça? Oui. Un peu pour elle. Maintenant, là où le problème se pose, si vous voulez, c'est la transition du primaire au secondaire. Et évidemment, à cet âge-là, les filles, elles sont toutes formées. Et donc, le problème, si dans les écoles ne sont pas proprement équipées avec des lavabos et des latrines, eh bien, pour des raisons, si vous voulez, non seulement d'hygiène, mais aussi d'intimité et même de sécurité, pour se sentir respectées dans leur dignité, les filles ne pourront pas y aller. Pour les garçons, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est beaucoup plus facile. Ça a l'air d'un sujet un peu trivial, mais c'est un sujet extrêmement important. La construction de toilettes, de lavabos et de latrines dans les écoles, c'est absolument essentiel. À partir d'un certain âge, beaucoup de filles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de... Et vous imaginez à la période des menstruations, que ça pose un réel problème parce que s'il n'y en a pas un endroit pour se changer et se laver,
c'est vraiment, on va pas carrément pas à l'école, il y a de l'absentéisme et on sait même pas pourquoi. Malheureusement, il y a encore beaucoup de très jeunes femmes, dans la vingtaine comme ça, qui ne savent ni lire ni écrire. Et je vous assure que ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'elles ne peuvent pas se développer, il y a plein de choses qu'elles ne peuvent pas apprendre, il y a plein de choses que... Si on n'a pas été à l'école aussi, le cerveau il n'est pas formaté la même chose. On travaille avec un bassin de population d'environ 30 000 habitants. Le bassin c'est 30 000, direct, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais on dit 10 000, ouais, en tout cas 10 000 je pense. Très bien, vous l'acclamez aussi? Tant que les parents, les familles des jeunes, des adolescents seront trop pauvres pour pouvoir se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école dans le secondaire, parce que vous imaginez bien que les collèges ou les cycles, il n'y en a pas dans tous les villages, hein, surtout dans les pays les moins avancés. Donc il y a des distances. Il faut des transports, ou alors il faut que les enfants puissent loger dans des familles d'accueil dans la ville, le chef-lieu, on va dire, de la province ou de la région, où ils trouveront le collège ou le cycle. Donc il y a toute cette problématique qui doit être étudiée. Mais même si on arrive à amener les enfants à la porte de l'école, en créant des activités génératrices de revenus pour les familles, en travaillant avec des familles d'accueil, en travaillant sur les mentalités qui fait que souvent on veut retenir les filles à la maison parce qu'on n'aime pas trop les laisser partir à l'école, mais on laissera partir les garçons. On travaille beaucoup avec les leaders d'opinion, y compris avec les religieux, de quelque confession qu'ils soient, pour qu'eux-mêmes soient convaincus, si vous voulez, que retenir les filles, ne pas leur permettre d'avoir une éducation, ça va réduire obligatoirement le niveau de développement et de bien-être du village, de la famille, hein, du village, de la communauté et du pays. Même si on a travaillé sur tout ça et que les filles sont là, eh bien, si les infrastructures ne sont pas, disons, d'un niveau acceptable, et surtout s'il n'y a pas donc ces toilettes et ces latrines dans les écoles, les filles ne pourront pas y aller, ça ne sera pas possible. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait des projets dans le sud, il suffit des fois pas de construire une infrastructure pour que les gens l'utilisent. Donc il y a toute une éducation à faire et nous on a une animatrice hygiène qui tourne dans les écoles et qui justement s'entretient avec les filles, les grandes filles au niveau des menstruations. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et certaines filles, personne ne leur avait parlé de ça et elles croyaient qu'elles étaient gravement malades. Et tout ça, c'est lié à la discrimination à l'égard des femmes. Appelons les choses comme elles sont. C'est les gens qui pensent ça sont aussi les gens qui pensent que les femmes sont en quelque sorte des citoyens de deuxième zone, tout juste bonnes à faire des enfants, mais pour le reste, vous avez certains milieux où c'est dur. Il y a encore pas mal de travail à faire. And they can't get from my bed.